Est-ce que l'intelligence émotionnelle prendra le relais de l'intelligence artificielle pour améliorer notre santé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, Christophe Joquet, Health Business Expert, qui partage aussi avec nous 3 clés essentielles pour qu'une nouvelle technologie ou solution santé soit adoptée par le plus grand nombre. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore inscrit, alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et devenir vous aussi un business santé, inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant dans le lien dans la description ou qui s'affiche quelque part par ici, donc cut.ly, cut.ly/les visionnaires santé. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Joquet, qui est Health Expert Business, auteur du livre et du concept Healthousiasm et conférencier. Nous échangerons ensemble du futur des entreprises dans un monde de plus en plus axé sur la santé, où chaque individu en veut plus, toujours plus, devenir acteur de sa santé et ne plus se contenter d'un job, ne plus se contenter d'une santé modérée. Nous aborderons aussi l'importance du coup de placer le patient au centre et finalement l'implication sur toutes les parties prenantes ainsi que la vision du monde de la santé de demain vue par Christophe. Donc pour commencer, Christophe, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, très bien. Presque le début des vacances pour moi, donc on y est presque. Ah, ok. Alors pour commencer, pour que les auditeurs apprennent à mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu aussi ton parcours en mettant, on va dire, en avant les événements clés qui ont façonné ta vision, ta carrière? Oui, bien sûr. Donc, ouais, bien, tout d'abord, j'habite en Belgique. Je suis pas francophone. En tout cas, j'ai pas été élevé en français, soi-disant. Je suis un flamand. Je me débrouille relativement bien parce que mon père est francophone. Bien qu'il m'a élevé en néerlandais, il est de nature ou d'origine, il est francophone. D'où je viens, quels sont les éléments clés qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, que je fais ce genre de travail? En fait, c'est un peu marrant, mais je raconte toujours la même histoire, c'est qu'il y a 3 éléments clés en fait, qui font qu'aujourd'hui, je suis un conférencier qui parle surtout des tendances dans le secteur de la santé. Le premier événement, c'est que comme quand j'avais 13 14 ans, je voulais être un créateur d'Europe. Donc, j'étais passionné par la mode. Donc, je dessinais, j'étais très fasciné parce que tout ce qui était les tendances, comment est-ce que les gens, tout d'un coup, veulent porter l'une ou l'autre type de vêtements, etc. Comment est-ce qu'ils se profilent. Ça m'intéressait énormément. Finalement, j'ai choisi d'étudier, de faire un parcours universitaire axé, focalisé sur le business et innovation strategy. Donc, très orienté économie, business, etc. Ça, c'est le deuxième événement clé, si tu veux. Et puis par après, j'ai commencé ma carrière et j'ai travaillé pendant 14 ans dans une boîte pharmaceutique où j'ai vraiment apprécié et aussi appris beaucoup sur tout ce qui est la santé. D'ailleurs, toute ma famille, aussi mon père et mais toute ma famille du côté francophone surtout, ils sont tous dans le secteur de la santé, des pharmaciens, des médecins, etc. Et donc, ces 3 éléments-là, la créativité, la tendance ou les tendances, l'économie, la stratégie, l'innovation, et d'autre côté, tout ce qui est le secteur de la santé, ce sont les 3 éléments clés, si tu veux, qui font qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis un conférencier qui parle des stratégies des sociétés qui doivent éventuellement adapter sur base des tendances dans le secteur de la santé. Donc, c'est les 3 éléments qui m'ont crié. C'est avec ça que je travaille aujourd'hui, en fait. D'accord. J'imagine que si on avait parlé à Christophe quand il avait 13 14 ans, il n'aurait peut-être pas imaginé parler des dernières tendances d'innovation dans le domaine de la santé. C'est Non, intéressant de peut-être voir pas. finalement les parcours, voir les événements qui font finalement évoluer et nous amener à des nouvelles activités. Ouais, exact, exact. Et du coup, tu parles de nouvelles tendances. Est-ce que tu peux parler de la tendance justement où tu penses qu'aujourd'hui les consommateurs, enfin tout à chacun,
recherche le fait d'être heureux, d'être en bonne santé, pas uniquement dans un établissement de santé, mais aussi en entreprise, partout. Je crois que tu appelais ce concept enthusiasme et que en fait, ça devait plus être concentré uniquement dans un hôpital ou des choses comme ça, et que finalement, parler d'un système de santé, c'était plus, ou ça ne sera plus d'actualité. Mhm, effectivement. Donc, l'altruisme, pour moi, c'est une des grandes tendances. Donc, tu as des tendances qui sont très courtes de 1, 2, 3, 4, 5 ans. L'altruisme, c'est une tendance qui existe depuis quasi toujours, mais surtout les 40 dernières années. On voit clairement que les gens sont de plus en plus convaincus qu'ils doivent faire quelque chose eux-mêmes pour impacter leur santé. Ça a commencé dans les années 80, si tu veux. Mm, Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que si on compare ça avec les années 80, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, oui. de ressources, voire pour impacter sa propre santé, si tu veux. Et donc, cette healthism, cette tendance de vouloir impacter cette aspiration humaine, si tu veux, d'être en bonne santé ou d'être heureux, ça n'a que grandi simplement du fait qu'on a beaucoup plus d'outils à notre disposition, on a beaucoup plus de moyens. Et suite à ça, on voit que les gens aussi, ils cherchent partout des solutions, ou ils cherchent partout à être aidés, si tu veux, dans cette recherche, dans cette volonté d'être en bonne santé. Et effectivement aussi, les sociétés qui sont orientées vers les consommateurs, si tu veux, eux aussi ils peuvent aider. Ils peuvent aider sur la nourriture, sur le sommeil, la santé mentale, etc., l'exercice, ou le workout que les gens peuvent faire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la santé, au fond, ça n'a plus rien à voir avec le secteur de la santé, parce que quelque part, le secteur de la santé, on pense que si on parle de la santé, on parle de la secteur de la santé, mais quelque part, c'est plus tout à fait vrai, si tu veux, parce que on a l'impression, si on rentre dans le secteur de la santé quand on est malade, on allume quelque part le secteur de la santé, on allume le focus sur notre propre santé. Euh, et quand on est guéri ou quand on sort du secteur de la santé, de l'hôpital, quand on a fini notre visite auprès des médecins, on sort de ce secteur-là. Mais ça n'a aucun sens pour moi parce que dû à cette tendance que j'appelle healthusiasme, les gens sont toujours occupés avec leur santé d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaie d'utiliser le mot healthcare au secteur de la santé le moins que possible parce que les gens sont toujours occupés avec leur santé. D'accord. Mais du coup, en fait, tu parles de prévention ou ça va plus loin que ça? Puisqu'effectivement, souvent, on se dit qu'on attend d'être malade pour s'occuper et rentrer dans le système de santé, qui est un système surtout très curatif. Du coup, Mhm. est-ce que tu veux mettre plutôt l'accent en disant que même quand on est en bonne santé, le but du jeu, c'est de faire de la prévention pour rester en bonne santé? Ou est-ce que tu penses que les gens vont encore plus loin en disant, je veux pas être uniquement en bonne santé, je veux vraiment être en pleine forme, avoir toutes mes capacités. Enfin, le curseur, il est où en fait, selon toi? Euh, Partout. Donc, quelque part, tout d'abord, deux choses. Euh, la prévention, c'est un mot qui est inventé par le secteur de la santé, quelque part. En tout cas, si on parle de la prévention pour la santé, c'est quelque chose, c'est une terminologie qui est utilisée par le secteur de la santé. Euh, Ouais, Si on parle avec n'importe qui dans la rue, les gens n'utilisent jamais le mot prévention dans un cas de figure ou dans une situation de santé. Ils vont parler de prendre soin de soi-même. ouais. Donc, pour moi, c'est une grande différence. Si on parle de prévention, on a de nouveau cette vision du secteur de la santé. Pour n'importe qui entre nous, le mot prévention n'est pas utilisé. Ça, c'est une chose. Et donc, quelque part, effectivement, il s'agit de prendre soin de soi-même. Et effectivement, quand tu dis, est-ce que ça a à voir avec, je sais pas, avoir beaucoup plus d'énergie ou avoir l'air en bonne santé ou avoir moins de stress, ça inclut ça aussi. Parce que quelque part, les gens ont compris que si tu veux avoir plus d'énergie, si tu veux avoir moins de stress
ou quoi que ce soit, il faut bien tenir compte ou bien soigner sa santé en tout cas. Euh, D'accord. et donc, c'est pour ça aussi que je dis que les gens sont toujours occupés avec leur santé, même si on ne l'aperçoit pas toujours très bien, surtout si on travaille dans le secteur de la santé, on voit tous les patients qui rentrent ou tous les gens obèses. On a parfois cette impression que ce n'est pas le cas. Et si on regarde les chiffres, de plus en plus, les gens se sont rendus compte de ce que une bonne santé peut avoir sur leur qualité de vie. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui est en train de croître et qui ne va que croître dans les années, les 30, 40 ans à venir. Ok. Et d'ailleurs, en discutant avec certains professionnels de santé, ils ont l'impression que les gens veulent être en bonne santé, mais quand on leur dit, entre guillemets, de changer leur mode de vie, c'est une autre histoire et que des fois, c'est compliqué. Par exemple, je sais qu'en France, il y a des annonces manger moins gras, moins sucré, moins salé ou je ne sais quoi, qui fait un peu bizarre quand c'est mis avec une pub pour un fast-food ou, ou je ne sais quoi. Et certains se disent, bah oui, mais aujourd'hui, les gens, ils veulent plutôt la pilule miracle pour être en bonne santé et finalement ne pas faire d'efforts. Et du coup, ça marche pas puisque une pilule magique, en fait, en général, c'est temporaire. Euh, Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus d'informations, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, avec ce que j'appelle le docteur Google, Mhm, où beaucoup de gens, je sais plus, je crois qu'il y avait une stat sur le nombre de personnes qui consultaient Google avant d'aller aux urgences. Je sais plus, le pourcentage il était énorme parce que les gens cherchent des informations. Sauf que mhm. ce que ça pose souci, c'est la qualité des informations en question. Donc, d'après toi, est-ce que ça suffit de vouloir être en meilleure santé? De quoi est-ce qu'ils ont besoin finalement pour agir pour être en bonne santé? Ouais, il y a plusieurs aspects dans la réponse que je peux donner, parce il y avait aussi pas mal de questions en une fois. Au fond, ce qui est vrai, c'est que changer son comportement, c'est toujours difficile. Je veux dire, Ouais, il y a probablement pas plus difficile dans la vie que ça. Donc, ça reste le cas, même si les gens veulent, même s'ils ont l'aspiration, ça reste difficile de changer son comportement. Ceci dit, euh, en général, je trouve que quand des médecins, des professeurs ou quoi que ce soit qui travaillent au sein du secteur de la santé le disent, euh, je, je trouve parfois que c'est un peu dû au système ou la façon que c'est transmis aussi. Parce que quelque part, le secteur de la santé a toujours été très paternaliste, si tu veux. C'était ouais, je suis d'accord. le système de la santé le savait, on sait mieux que n'importe qui comment il faut approcher les choses, comment il faut le faire. Et donc, ils disent aux patients, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est Et très puis, ils attendent, ouais, descendant. Voilà, c'est ouais, descendant, je suis le top-down. sachant et toi tu exécutes et puis c'est tout, quoi. Ouais. Mm. Et il fut un temps, probablement il y a 60, 80 ans, il y a des patients suivaient le monsieur le docteur. Aujourd'hui, on vit plus dans une société que les gens acceptent tout ce genre de conseils si facilement. Déjà ça, c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir, il faut vraiment aider les gens à changer leur comportement aussi. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, quelque part, comment est-ce qu'on dit? Mais il y a beaucoup plus de possibilités de ne pas réagir à changer son comportement parce que comment est-ce qu'on dit? Temptation, comme on dit en anglais. Oui, Euh, les tentations. les tentations, effectivement, sont un peu partout, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de changer ce comportement. C'est pour ça aussi que moi, j'ai toujours, euh, quand je fais des conférences ou quand je fais des keynotes pour le secteur de la santé, les conseils principaux que je dis toujours ou que je donne toujours, c'est que on doit oublier que c'est pas parce qu'un patient a besoin qu'un produit, un service va résoudre ça. Parce que les produits et les services qu'on va leur proposer, ils sont très fort focalisés sur les besoins qu'un patient a. Mais quelque part, la mentalité, il y a un besoin, ils vont le prendre. S'ils ne le prennent pas, là, ils ne sont pas motivés.
Malheureusement, c'est pas comme ça parce que la société a fortement changé et quelque part, il faut, dans la création des solutions, il ne faut pas uniquement tenir compte des besoins, mais il faut aussi tenir compte des attentes parce que les Ouais. attentes ont fortement changé. Simplement parce que dans les autres parts de notre vie, si on exclut le secteur de la santé et ce qu'on vit ou ce qu'on vit là-bas quelque part, euh, n'a rien à voir avec nos autres expériences dans le reste de notre vie. Et quelque part, si on a l'habitude d'avoir une expérience d'une certaine façon, qui est peut-être conviviale, qui est peut-être vite, qui est peut-être personnalisée, qui est vraiment fait pour moi-même. Et si on rentre alors dans le secteur de la santé et on reçoit une solution qui n'est pas personnalisée, qui n'est pas conviviale, qui n'est pas adaptée à mes propres besoins et mes propres attentes, bah alors ces solutions ne seront moins utilisées. Parce que la valeur que ça apporte aux gens, même s'il y a un besoin, même si les patients ont un besoin, euh, Mm. la valeur que ça rapporte est nettement meilleure. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile pour les gens pour être engagés dans leur santé. Et donc, un des conseils que j'ai toujours, ne focalisez pas uniquement aux besoins, mais tenez compte aussi des attentes et voir même aussi, il y a encore un troisième élément qui s'appelle les aspirations. Mm. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie des gens? Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer leur comportement? Pourquoi est-ce qu'ils veulent guérir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent Ouais. euh, que leurs besoins médicaux soient résolus ou satisfaits, si tu veux? Et pour ça, il faut faire appel à leurs valeurs, à leur aspiration de leur vie. Mm. Est-ce qu'ils veulent encore, je sais pas, est-ce qu'ils veulent avoir une belle figure et pas Ouais. prendre des kilos avec des médicaments? Ça va avoir un impact sur l'adhérence. Est-ce que c'est difficile à prendre parce que c'est tellement, je sais pas, j'invente, mais est-ce que par exemple un medical device ou un outil qu'il faut utiliser est tellement visible, mais par contre Oui. les gens ne savent On veut pas qu'ils sont pas. malades? Ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. À une époque, j'accompagnais des personnes qui souffraient de problèmes de thyroïde. Et au début, moi, je pensais que leur besoin, c'était de la réguler pour pouvoir ne plus avoir de douleurs aux articulations, être moins fatiguée, etc. Et je me suis rendu compte avec ces femmes, en fait, ce qu'elles voulaient, c'était perdre du poids. Il y avait ça en Par premier. exemple, Et ensuite, le reste, je dis, mais tu souffres? Oui, mais moi, en premier, je veux d'abord perdre du poids. et les Et cheveux, effectivement, en la questionnant, elle disait oui, mais le souci, c'est que je ne me reconnais plus, je ne me sens plus séduisante, du coup, je n'ai plus confiance en moi. Et du coup, finalement, au travail, je prends moins d'initiatives, je me sens moins séduisante. Et en fait, ça avait une répercussion sur sa vie perso et pro. Et finalement, c'était ça ses attentes. C'était pas, ok, elle voulait être en meilleure santé, mais ce qu'elle voulait, c'était redevenir celle qu'elle était avant. Elle me disait, je veux retrouver, elle s'appelait Hélène, la Hélène, pleine de confiance, mais c'est pas tant pour séduire, mais c'était, voilà, c'était vraiment se le sentir côté bon, confiance en elle, ouais, qui se jouait, en fait. ouais, et régler la thyroïde, alors c'est le besoin. Mais Ouais, l'aspiration, c'est d'avoir des beaux cheveux, c'est de ne pas ouais, avoir l'air très fatigué, c'est de se sentir bien énergique. ouais, Ça sont les aspirations. Et puis les attentes, c'est la façon qu'on doit administrer le médicament. Est-ce que c'est 10 fois par jour? Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est avec une certaine application? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça fait mal? Et donc, tout ce genre de choses, ça sont les attentes. Mais donc, il faut tenir compte des trois éléments. Le besoin, qui est, qui est en général le secteur du santé ou n'importe quel fournisseur de solutions le connaissent très bien, les attentes qu'il y a à voir avec toutes les expériences qu'ils ont dans les autres parts de leur vie, et les aspirations, c'est que c'est vraiment ce qui est important dans leur vie en soi. ouais. Et d'après toi, comment le système de santé peut s'approprier ça? Parce que c'est quand même loin de ce qu'il propose comme, entre guillemets, expérience aux patients aujourd'hui. Certains en ont conscience, mais en trop en avoir conscience, quand c'est le cas, et le mettre en application, d'après toi, quelle serait une première étape, en fait, pour eux, pour accéder aux aspirations, du patient? Il y a deux éléments selon moi. Un,
qui est très méthodologique, qui a à voir avec tout ce qui est données et compréhension du patient. Pour être honnête, quand je regarde le secteur de la santé, quand je compare ça avec le secteur des consommateurs, vraiment la Ouais. consommation, le secteur de la consommation fait des études de marché pour mieux comprendre les consommateurs vraiment chaque année et toute l'année. Ils cherchent des données, ils cherchent à mieux comprendre le patient. Si on regarde le secteur de la santé, ils font ça une fois toutes les 5 ans, si tu veux. Ou une fois quand ils Mm. construisent un hôpital qui doit survivre ou qui doit y rester pendant 40-50 ans. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment le cas, en fait. Dans le secteur de la santé, on croit que les besoins des patients ne changent pas. Ce qui est Ouais. quelque part vrai, mais les attentes et les aspirations, elles changent. Donc, il faut mieux comprendre les gens. Et puis, pour cela, il faut faire des études. Un deuxième élément, c'est que, vu du fait qu'on travaille dans un secteur qui est tellement réglé, où on a tellement de processus, des workflows, etc., Mm. quelque part, ça devient très difficile pour les acteurs du secteur de la santé, les médecins, etc., de, de- d'avoir de l'empathie, d'avoir du temps même pour consacrer aux patients. C'est vraiment un des grands soucis dans le secteur de la santé, c'est que l'aspect humain, si tu veux, quelque part, ben, c'est un processus, ça doit avancer, on n'a pas le temps, quoi. On doit voir des patients chaque 7-8 minutes Ouais. et ça doit avancer. Et Ouais. donc, c'est là où on perd un peu la question humaine, où on peut, tu vois, intervenir ou voir interroger les gens euh, pour mieux comprendre leur aspiration dans leur vie. Ok. Et après, ce que j'ai compris, pour toi, effectivement, la santé, c'est pas uniquement dans le système de santé, mais aussi ailleurs dans la vie des consommateurs. Mhm. Euh, Selon toi, donc, si j'ai bien compris, les entreprises tiennent compte des aspirations, ils ont compris que c'était important pour vendre leurs produits. Mais est-ce qu'ils ont compris qu'il fallait tenir compte de ça pour leurs propres salariés, qui veulent peut-être aussi être en meilleure santé et plus heureux? Euh, Ils en tiennent compte? Oui, tout à Est-ce qu'ils en fait. ont conscience déjà? Est-ce qu'ils en ont déjà conscience que c'est important? Certainement. Certainement. Je crois que tout d'abord, si tu fais des choses pour ton consommateur ou pour ton client, si tu veux, et tu ne fais pas pour ton employé, ben, ça sera difficile pour le faire passer en interne, quoi. Ça, c'est une chose. Donc, en général, les sociétés qui sont focalisées sur la santé des clients, ils sont aussi focalisés de la santé et le bien-être des employés. Ceci dit, il y a des tendances qui vont un peu de tous les côtés aujourd'hui. Il y a pas mal de sociétés qui se posent la question à quel point est-ce qu'on doit aller si on doit tenir compte ou si on doit aider nos employés avec leur santé. Est-ce qu'on doit faciliter des bonnes conditions pour travailler ou est-ce qu'on doit aussi leur offrir des solutions afin qu'ils puissent euh, se traiter ou qu'ils puissent, je sais pas, prendre soin de soi-même, etc. Et donc, on Oui, voit parce que deux le but du jeu, tendances aujourd'hui. c'est de pas être trop. Enfin, j'en ai discuté avec des entreprises et leur souci, c'est de pas être trop intrusif. Parce qu'il y a Mhm. un moment où ils disent on peut contribuer au bien-être de nos collaborateurs, mais où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que c'est simplement, par exemple, avoir une chaise confortable, une bonne Exact. température, ou est-ce que c'est carrément changer les menus de la cantine et proposer que des choses saines? C'est-à-dire on enlève les friandises. Il y en a un qui m'a dit, mais est-ce que je vais jusqu'à retirer toutes les friandises pour éviter les tentations? Ou est-ce que ça va être perçu comme trop? Enfin voilà, il y a toujours le côté curseur. Après, il y a beaucoup de gens qui sont emparés de ce qu'on appelle la QVT en France, la qualité de vie au travail. Mhm. Et comme je dis souvent, ça suffit pas de mettre juste un baby-foot et une salle de gym. C'est plus profond que ça, en fait. Ouais, mais c'est très difficile. Toutes les sociétés sont en train de réfléchir là-dessus, mais j'ai pas encore vu beaucoup de sociétés qui ont pris une bonne décision là-dessus. Ou, une bonne, il n'y a pas une mauvaise, mais qui ont pris une Non, décision très mais claire là-dessus. Euh, Ce qu'on voit un peu, c'est que les sociétés se sont forcées pour offrir des autres choses, surtout parce que si on veut attirer suffisamment d'employés, il faut quelque ouais. part l'avoir et c'est une sorte de publicité, si tu veux. Garde, nous, on offre pas uniquement des bonnes chaises, mais aussi un support d'un personal coach où on vous donne des cours de respiration. Où on vous donne des cours pour se relaxer ou de méditation ou quoi que ce soit.
de plus en plus, on voit des petites choses comme ça. Mais malheureusement, à ce niveau-là, vis-à-vis des employés, il y a rarement une belle stratégie qui tient la route à long terme. C'est très pic-ploc, c'est un peu, on doit une fois essayer ça, on doit une fois essayer ça, mais la stratégie, il manque très souvent, selon moi en tout cas. Est-ce que selon toi, ça doit pas tout simplement être décidé avec les employés? Tout simplement leur poser la question peut-être plutôt que de... Parce que Je crois souvent, que ça ils se, ont... Je sais pas, est-ce que ça peut être une piste? si, ça se fait. Euh, Selon moi, il y a une autre solution. J'ai une fois, j'écris des newsletters chaque 2 semaines et dans un de mes newsletters, j'en parlais. Je crois que quelque part, si on pourrait créer une marché avec des solutions digitales, des solutions de santé en soi, Ouais. euh, qui se trouvent au sein de chaque société, ça changerait tout. Et avec ça, je veux dire, si je parle d'un marché de solutions de santé, je fais, je peux faire la comparaison avec les voitures de société. Quelque part, on t'attire comme employé avec des voitures de société, mais puis par après, si tu prends un Mercedes, un BMW ou un Renault, peu importe quelque part. Tu as, ta catégorie, tu as droit à certaines voitures, et puis si toi tu décides l'une ou l'autre, peu importe. Et quelque part, moi je vois une future où potentiellement, j'ai pas encore beaucoup de signes que ça se fera, mais je vois quelque part une opportunité que, imaginons si on pourrait créer une marché comme ça, un peu comme les voitures de société, où les gens reçoivent un budget quelconque d'une certaine grandeur et eux-mêmes, ils peuvent choisir si ils investissent dans des trainings d'un coach personnel ou s'ils veulent faire, je sais pas, aller visiter une diétiste ou quoi que ce soit. Donc, il doit y avoir, pour moi, il peut y avoir des solutions énormes, très utiles, où chaque employé peut décider lui-même ce qui, lui ou elle-même peut, au bas de ses besoins, de ses aspirations, sans que la société y intervienne. Aujourd'hui, si on regarde les solutions qui sont proposées, quelque part, il y a un investissement derrière et chaque société dit on doit au moins avoir 50 personnes, j'invente, 50% des employés qui utilisent cette solution-là. Et s'il n'y en a que 44, bah, malheureusement, on doit l'arrêter. Et D'accord, donc, ouais, je comprends. on Ouais, ne doit pas c'est le pas ça. regarder comme un coût comme ça, et on doit plutôt voir ça comme un avantage qu'on donne aux employés. Donc, si je comprends bien, selon toi, l'entreprise doit proposer Mhm. et c'est finalement aux employés de choisir par eux-mêmes ce qui les intéresse et non pas dire et pas imposer en changeant, par exemple, par exemple, les menus de la cantine en disant ben maintenant, on mange que des fruits, c'est fini les biscuits et les friandises. Il vaut mieux proposer et ceux qui veulent aller plus loin Mhm. vont plus loin et ceux qui n'ont pas spécialement envie ou c'est pas le moment, ils ont le choix. Ouais, Tout est une question de choix en fait. ouais. Et je vois de Ok. plus en plus, donc tu as le préactif, t'as le réactif et le proactif. Les réactifs, il y a beaucoup de solutions, des entreprises qui existent déjà, qui fournissent des services aux sociétés. Et c'est quand tu es en dépression, quand tu es en burn-out, etc., tu peux faire appel à ce genre de société. Je vois que des sociétés qui sont orientées plutôt proactifs ou prendre soin de soi-même, euh, ils commencent à s'organiser de la même façon. Et effectivement, s'il y a une ou deux par trois, peut-être par pays, de sociétés comme ça qui se présentent vers les grandes sociétés pour présenter des marchés comme ça, pour moi, il y a une bonne opportunité et peut-être même une probabilité que ça se fera en fait. Ok. Et, aujourd'hui, tu parlais d'outils, effectivement, les outils numériques, digitaux, ils se développent de plus en plus, hein. Il y en a pour tout. Avant, c'était simplement l'impédance mètre pour savoir son pourcentage de matière grasse. C'était la grosse nouveauté. Et maintenant, il y a le podomètre pour le rythme cardiaque, pour mesurer à la limite bon, sa glycémie. Puis maintenant, ça va plus loin.
même des analyses d'urine, des analyses de cheveux, Mhm. d'ADN. On peut même savoir d'où est-ce qu'on vient, les risques qu'on peut avoir. Enfin, ça se développe. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. D'après toi, comment tu vois l'impact de tous ces outils sur l'autonomisation finalement? Est-ce que euh, ça permettra à chacun de prendre en charge lui-même sa santé? Est-ce que c'est possible déjà? Et est-ce que c'est une bonne idée? Euh, Ok, quelques éléments. Je vais commencer avec une question. Tu sais, le podomètre, le premier qui a été mis sur le marché, c'était quand? Tu as une idée? le botomètre, ça date depuis un moment, hein. Je crois que c'est l'un des premiers trucs. Ça fait longtemps que ça existe. Ce qui existait Estime. moins, c'est l'analyse à domicile Dis-moi une pour année. différents. Dis-moi une année. Quand est-ce que le podomètre a été mis sur le marché la première fois? Ah, j'avoue que tu me poses une colle. Je sais pas, je dirais fin des années 80, je dirais début des années 90. J'aurais dit quelque chose comme ça. Ouais, 1960. Ah, Donc, d'accord. ouais. Et donc, même dans les années 80, tu avais des trucs plutôt électroniques. Et puis, est venu Nike avec, je sais pas si tu connais, je sais plus comment ça s'appelait, mais tu avais un petit chip qu'il fallait mettre dans ses chaussures. Et ça, c'était Ah oui, c'est vrai. 2004, ça, c'était. Et Ouais. c'était la grande popularité, si tu veux. Mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que il y a des solutions qui existent depuis très longtemps et ça prend Ouais. un peu de temps avant que ça boom, quoi, avant que ça grandisse. Et donc, Oui, avant que ça toutes se les solutions démocratise, en fait. Ouais. exactes. Et donc, toutes les solutions duquel tu parlais, effectivement, il y a déjà une trentaine à 35 de pourcentage de la population qui ont des solutions comme telles. Il y en a 5% n'ont que fait des analyses de ADN. Euh, mais ça vient de plus en plus. Et est-ce que c'est une Mm. bonne chose ou une mauvaise chose? À long terme, c'est certainement une très bonne chose. Aujourd'hui, ça peut être parfois, avec certains outils ou certaines analyses ou certaines diagnoses ou certains outils, peut vraiment être un peu dangereux, bien entendu. Euh, mais ce que ça donne aux gens, c'est une forme de pouvoir, de self-service. Ils sont autonomes, ils peuvent faire des trucs Ouais. eux-mêmes. Et ce que ça va apporter, et c'est une tendance que je vois très clairement, et j'ai un keynote qui s'appelle Personal Science, la science Mhm. personnelle, où je crois vraiment, et où j'explique aux gens que la façon qu'on va traiter notre santé va devenir une science personnelle à nous. Parce qu'on aura de plus en plus des outils à notre disposition qui nous Mm. permettra de vraiment analyser ce qui marche pour nous ou pas. Je veux dire, on peut dire, en moyenne, les gens doivent dormir 8 heures. Il y a des gens non, qui doivent peut-être que dormir 6 ou 7 heures. Et c'est difficile à Ouais. dire. Si tu te bases sur la façon que tu te sens, c'est un indicateur, mais c'est peut-être pas la bonne. Parce que les gens avec Ouais. plein d'énergie qui se sentent peut-être jamais vraiment très fatigués. Par contre, si on regarde dans les données, comme par exemple HRV, c'est le Heart Rate Variability, la variabilité de battement de cœur, on peut très bien voir si quelqu'un s'est bien remis après un effort physique, quoi que ce soit. Et donc, on se fait facilement faire nous-mêmes des analyses pour savoir le nombre d'heures qu'on doit dormir. Et donc, ce genre de conseil, il faut dormir 8 heures, vaudront de moins en moins dans le futur parce que les gens eux-mêmes savent valider le nombre d'heures Ouais. qu'il leur faut. Et donc, on voit ça dans ce keynote, je parle très souvent, je donne l'exemple de courir. Tu vas courir comme un sport, quoi, tu vois. Ouais. Euh, il fut un temps qu'on faisait, on mangeait une banane à l'avance, on avait certaines chaussures et on pouvait peut-être voir son battement de cœur. Aujourd'hui, si tu regardes quelqu'un déjà le nombre de personnes qui veulent faire des marathons, ça a Oui. explosé, ça a fait fois 100 en 10 ans, hein. C'est énorme, Ouais. quoi. Mais ces gens-là, ils sont suivis avec leurs propres outils
Ils savent Oui. ce qu'ils doivent manger quand, à quelle heure. À 4 heures avant le cours, ils mangent ça. Ils ont des gels avec toutes sortes de, je sais pas, nourriture qui leur donne de l'énergie, qui font de l'hydratation, etc. Ils savent à quel moment, quand ils courent, qui sont au-delà de leurs efforts, ou ils doivent peut-être ralentir un petit peu, ils savent voir Mm. le VO2 max, etc., pour voir s'ils sont vraiment encore dans une bonne physique. Et ils peuvent s'adapter leur course sur base de la nuit précédente. Et donc, c'est vraiment pour chaque personne qui fait un marathon, qui même s'entraîne pour courir quoi que ce soit, c'est devenu une science personnelle sur base de toutes les Ouais. infos, tous les supports qu'ils ont, même les types de chaussures qu'ils choisissent. C'est sur Ouais. base d'un livre qui sont propres à eux. Et donc dire qu'il faut manger une banane, il faut dormir 8 heures avant de courir, il y a aucune personne qui court aujourd'hui qui en tient compte. Il va regarder à ses propres données. Et donc on va clairement dans une direction où la science personnelle deviendra le standard pour tout le monde. Et bien entendu, pas tout le monde est équipé ou sait gérer tout ça eux-mêmes, n'ont peut-être pas les ressources pour acheter ou louer ce genre d'outils. Mais ça sera démocratisé de plus en plus, en tout cas. Peut-être pas Ouais. 100%. Je suis d'accord, puisque c'est, comme tu dis, le pot de miel qui date de 1960. Je ne pensais pas que c'était il y a si longtemps. Là, aujourd'hui, c'est démocratisé. Il y a des pots de miel qui sont vraiment pas chers aujourd'hui, donc Mhm, tout le monde peut y accéder. C'est vrai qu'il y a vraiment une tendance de self-quantification, enfin self-optimization, où effectivement, la course à pied, c'est un très bon exemple. J'ai mon compagnon qui est marathonien, donc je sais très bien de quoi tu parles. Euh, mais c'est vrai que c'est une tendance aussi qu'on voit aux États-Unis, là, qu'on appelle biohacking, notamment avec Dave Asprey, Ben Greenfield, etc. Où ça va au-delà de la simple personnalisation qu'on peut voir dans le système de santé, où on commence à se dire, par exemple, pour le cancer, il faut quelque chose de personnalisé. Maintenant, il y a un côté, comment je fais pour être la meilleure version de moi-même, pas juste en bonne santé, et à savoir finalement à tout mesurer pour mhm, se dire, bah, je teste une pratique et je vois le résultat, je teste une autre et je décide moi finalement laquelle je choisis. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des outils qui sont très chers comme la Oura Ring pour mesurer son sommeil. Là, je sais plus, je crois que c'est 300 ou 400 euros, je crois. Le petit anneau, la petite bague pour mhm. mesurer son sommeil. Et ce qui m'a fait sourire, j'étais à un mastermind entrepreneur là, il y a un mois. Ils avaient tous leur petite bague à dire ma qualité de sommeil, je suis à 80%, l'autre à 90%. Il y avait une espèce de compétition, une sorte de gamification, on va dire, sur je compare mes chiffres. Et du coup, c'était une source de motivation quelque part d'avoir des chiffres, d'avoir quelque chose de tangible pour voir finalement à quoi sert leur effort. De dire, je fais pas un effort pour rien. Il se fie Mhm. pas qu'à leur ressenti, il se fie à des données. Et effectivement, je crois que les outils donnent cette capacité à avoir des chiffres concrets pour évaluer les résultats. Ouais. Ouais. Et comme tu dis, Anne, Et, je crois que le biohacking, c'est au fait, c'est quelque part, quand moi je parle de science personnelle, le biohacking, ça va encore une ou deux étapes plus loin, bien entendu. oui, alors après, je parle de cette branche du biohacking qui reste des changements naturels du mode de vie. Parce qu'après, il Ah, y a des branches du biohacking où on est limite sur du transhumanisme, enfin, ça va quand même très loin. mhm, Là, j'avoue que je suis pas forcément très fan d'aller jusqu'au côté homme-machine ou s'injecter je ne sais quoi pour changer ses gènes. Enfin, il y en a quand même qui vont très loin là-dedans. Moi, j'avoue, je suis plutôt les tendances où on se dit, mais comment est-ce que je fais pour optimiser mon mode de vie, éventuellement prendre des compléments alimentaires, des choses comme ça, des plantes, mais rester sur des choses entre guillemets naturelles. Et des fois, ça allait moins, parce que il y en avait un d'ailleurs à ce même mastermind, il nous a montré un sac rempli de gélules. Il devait en voir 60 par jour, quoi. Il avait un truc pour tout et il savait en été, il prenait celle-là. Enfin, c'était impressionnant de voir. Il avait une application qui réunissait tous ces chiffres. Donc, c'est vrai que mhm. c'est. Bon, on n'est pas encore là pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on se dit, oui, jusqu'où ça va aller et est-ce qu'il a les bonnes informations? Ouais. Du coup, est-ce que il y a certaines données qui doivent être réservées euh, en étant absolument accompagné par un professionnel de santé, ou est-ce que
tout à chacun peut avoir accès à toutes ces données et l'utiliser. Enfin, il y a toujours ce curseur, encore une fois, notamment de la bonne information, puisque Internet, c'est bien, mais est-ce que l'information est la bonne? Et est-ce que c'est la bonne pour nous? Parce que chaque être humain est tellement unique, Mhm. ça pose d'autres questions, en fait. Oui, il y a deux éléments. Un, commençons avec les données. Je crois que tout d'abord, chaque patient, chaque personne doit avoir ses propres données, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, Mm. ce qui est même difficile. Il faut une fois aller dans un hôpital et demander toutes ces données. Ouais, Ils rentrent en crampe et puis ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment le faire très souvent. Et ça c'est honteux, je trouve. Je crois que quelque part, nous, on doit avoir le pouvoir d'avoir toutes les données et c'est à nous de décider à qui est-ce qu'on donne quoi. Le fait qu'on n'a pas accès à notre propre dossier médical, ouais, moi, c'est choquant. Ouais. ça m'échappe. C'est choquant, effectivement. Euh, Ce qu'on en fait avec ces données, effectivement, on doit éduquer les gens, on doit les informer, à prendre soin que certaines décisions sont dangereuses, ce qui est très souvent, surtout avec dans le biohacking, etc., n'est pas toujours le cas, très souvent pas même. Mm. Donc, on doit prévoir une façon d'informer les gens, éduquer les gens. Et je crois que là-dedans se trouve vraiment un des points clés pour les institutions, le gouvernement. Les gouvernements, c'est que très souvent, j'ai l'impression que les gouvernements se rendent dans on doit sortir des solutions, mais c'est pas le cas pour moi. Ils doivent réguler, comment est-ce qu'on dit en français? Je sais pas exactement, ils doivent mettre des règles en avant. Donc, ils doivent réguler vraiment l'espace autour de cette solution et autour des informations, etc. Avec la flexibilité de pouvoir innover, d'avancer, hein, ce soit ne pas mettre une chose sur le marché et attendre 20 ans pour l'updater. Ça doit être updaté quasi chaque année, chaque 6 mois même, parce que la technologie va tellement vite. Et donc, là, je trouve aussi, donc, d'un côté, on n'a pas accès à nos données, de l'autre côté, euh, les régulations ne sont pas toujours à jour, voire jamais à jour, et n'aident pas toujours les gens de la meilleure façon, je trouve. Et donc, les gouvernements peuvent faire mieux à ce niveau-là, je crois, quelque part. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'accélère au niveau de ces outils, parce qu'avec l'apparition, non, ça existe depuis très longtemps, hein, l'intelligence artificielle. Mais on va dire que depuis que ChatGPT est sorti, c'est devenu le nouveau mot à la mode. Avant, on parlait Mm. plutôt de blockchain. Là, il y a plus d'un an, maintenant, tout le monde parle que de machine learning, intelligence artificielle, etc. Euh, Se pose la question finalement, parce que ce sur quoi sont basées ces intelligences artificielles, c'est toutes les données qu'elles ont absorbées. Et c'est Mhm. vrai que maintenant, on n'a pas, autant sur Google, on a accès à la source, entre guillemets, c'est-à-dire qui a publié, on peut parfois savoir qui c'est. Alors que là, finalement, ChatGPT, on ne sait pas trop, enfin, c'est une boîte noire quelque part. Mhm. Et même d'ailleurs, on a reproché des fois à ChatGPT de donner des informations qui n'étaient pas forcément vraies, parce qu'il a tendance à vouloir faire plaisir à celui qui pose une question, il répond à tout prix. Mm. Donc se pose la question de la fiabilité des informations finalement que peut donner certaines IA qui sont accessibles au grand public. Et je pense que ça va aussi, on voit par exemple Google Lens c'est un outil pour simplement avec une photo faire une sorte de pré-diagnostic de ces problèmes de peau. Mhm. On se dit, mais est-ce que l'IA va peut-être remplacer le médecin de demain? Enfin, est-ce que c'est vraiment qu'un compagnon? Certains se demandent si Euh, j'ai assisté à une de tes conférences l'année dernière où tu expliquais qu'il y avait des bots qui s'étaient créés, psychologues, etc. Et que même les personnes qu'on interrogeait disaient qu'ils préféraient le thérapeute IA Mhm. et peut-être moins le thérapeute humain parce qu'au moins la machine était sans jugement, bienveillante et puis toujours dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais pas Ouais, ce que tu penses de effectivement. tout ça en fait. Euh, de nouveau, question très large, je peux aller de tous les côtés. Euh, je je crois que quelque part, l'intelligence artificielle,
est déjà très présent. Je crois que dans le secteur de la santé, il est présent beaucoup plus dans Ouais, n'importe quel autre secteur. ouais, Donc, on est déjà bien avancé là-dedans. Le black box reste dangereux. Il faut régler ça. Il y a le AI Act qui vient de sortir. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il est bien écrit? Ça, c'est encore à voir. C'est très limitant parfois, mais ça doit être réglé. Il y a pas d'autre moyen de gérer le AI ou l'intelligence artificielle sans régler ça, parce que ça a un grand danger dans tous les côtés. Euh, est-ce que le AI d'aujourd'hui va remplacer le médecin? Je crois pas directement, c'est-à-dire ça va aider aux décisions. Ça va ouais, sans doute, même aujourd'hui, ChatGPT, ce que ça pourrait faire, c'est retraduire des éléments avec des terminologies un peu plus difficiles, la traduire dans une langage un peu plus facile à comprendre aux patients. Donc, tout ce genre de choses, aider à la décision, traduire, rendre les choses plus faciles, ça existe déjà aujourd'hui. Et je crois que ça va que s'améliorer. Et l'aide à la décision va devenir encore beaucoup plus important, l'introduction aussi. Ce qui va vraiment changer le jeu, c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très, on appelle ça generative AI, ça crée des ouais, choses. En fait, ça donne l'opportunité d'être beaucoup plus créatif, ça donne l'opportunité de créer beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant, ça peut analyser beaucoup plus de données que les humains savent le faire. Là, on est déjà et ça va qu'avancer. Et ce qui va vraiment changer le jeu, c'est quand l'intelligence artificielle aura la capacité d'être émotionnelle, de ouais, montrer de l'empathie. Même si ça sera difficilement du vrai empathie, et ça sera entraîné tellement que un bot ou un robot même à côté de toi ou un digital human, tu vois, un ouais, avatar devant toi sur ton écran, pourrait avoir beaucoup plus d'empathie qu'un être humain. Parce que quelque part, on a je sais pas, l'idée fou, je trouve, que nous, les humains, sont les maîtres d'empathie, mais je crois pas que c'est le cas, en fait. Et donc, on peut imaginer d'ici 5 ans que les émotions qui sont transmis par une intelligence artificielle sera meilleure que les émotions transmises euh, par des humains. Déjà aujourd'hui, effectivement, tu faisais référence au keynote que tu avais l'année passée où je parlais, ça s'appelait Digital Humans as Healthcare Providers, c'est-à-dire les humains digitales comme fournisseurs de soins. Là, j'avais montré un chiffre où effectivement, 83% des gens trouvent plus facile de partager leurs secrets, leurs soucis à des humains digitales parce qu'il n'y a pas de jugement. ouais, Et donc, bon, ça c'est l'avantage, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas d'émotion. Dans le futur, quand on parle des autres interventions médicales ou liées à la santé, imaginons que cet humain digital pourrait faire transmettre des émotions, t'aider, faire partager ou te partager un message très difficile avec beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de temps qu'un médecin peut oui, avoir aujourd'hui, parce que c'est fort relié au workflow et processus duquel on a parlé tantôt. Euh, ben, moi, surtout, l'intelligence artificielle aura un grand impact sur la santé quand ça deviendra émotionnel. Euh, d'accord. et Et émotionnel si artificiel, l'IA là, mais devient, voilà, si l'IA devient, donc si après intelligence artificielle, il y a l'émotion artificielle, donc on aura de l'EA après l'IA, qu'est-ce qui reste à l'humain en fait, finalement? euh, à voir, c'est très difficile à dire. Ouais. Euh, je crois qu'il y aura toujours une espace, hein. Je crois que euh, on saura toujours, très souvent, j'espère, qu'on parle à un être digital et pas à un être humain. Et donc, quelque part, peut-être que ça va soulager certains gens, mais ça va pas soulager des autres gens. Donc, Mm.
on a toujours la tendance de dire une solution va remplacer une autre. Mais ce n'est pas le cas, ce serait une autre canal et ce sera une autre façon de faire l'une ou l'autre chose. C'est comme les bouquins. À un certain moment, on avait dit, tous les bouquins vont disparaître, ils Mm. deviendront des bouquins digitales. Aujourd'hui, les deux existent, voire même Ouais. les bouquins physiques sont encore beaucoup plus populaires que les bouquins digitales, soi-disant. Oui, Et parce donc, il que y aura certains disent ils aiment bien avoir le toucher, exact, l'odeur du journal, du livre, pour pouvoir. Il y a ce côté possession aussi d'un livre, ouais, d'avoir sa exact, bibliothèque. Enfin, voilà, il y a... exact. Exact. Et donc, quelque part, il y aura toujours, allez, il y aura toujours une place pour l'être humain, je suis persuadé. Se pose la question, quelle sera vraiment la place? Est-ce que ça sera dans 10% des cas? Est-ce que ça sera dans 90% des cas? Ça, c'est un peu à voir de comment la société évolue. Pas les solutions, mais la société évolue. Et les êtres humains. Après, je sais pas si les professionnels de santé vont laisser la place. Parce que je rigole, mais ils ont fait plus de 10 ans d'études et ils voient une IA arriver qui, en quelques minutes, finalement, sort un diagnostic que eux ont mis des années à être entraînés. Je pense pas que du jour au lendemain, ils vont accepter. Enfin, comme tu dis, le système de santé, c'est un gros mammouth qui change pas forcément très rapidement. Même si j'avoue que ces outils numériques, il y a de plus en plus d'outils numériques qui commencent à être intégrés dans les parcours de soins, euh, ils vont peut-être pas laisser la place à l'IA aussi facilement que ça. Ils vont Si, peut-être je via crois la bien. réglementation, ils vont peut-être passer par d'autres moyens euh, pour Voilà. ralentir peut-être le progrès, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas faire? Ouais, de nouveau, je crois que les institutions pourraient ralentir avec des Ouais. réglementations, ça c'est clair. Euh, je crois que les médecins ou n'importe quel professionnel de la santé, euh, dès qu'ils voient une opportunité pour améliorer sa qualité de vie, améliorer sa profession, il va en bénéficier, il va chercher des solutions pour le faire. Ouais. Et donc, quelque part, j'ai pas peur que les médecins vont pas vouloir le prendre. Ils seront toujours méfiants, ils seront toujours prudents, ce qui est une très bonne chose dans le secteur dans lequel on Mm. se trouve. Ouais. Euh, mais néanmoins, si on peut aider des patients d'une meilleure façon, pourquoi ils ne le feront pas? Il faudra un petit peu de conviction afin qu'ils le voient. Et même avant que les solutions soient à un tel niveau qu'ils vont l'utiliser, parce que c'est pas encore Non, partout c'est le pas cas, encore certainement mûr, hein. pas. Ouais. Mm. Mais je suis persuadé que ça va poser plein d'opportunités pour eux et voir, on a parlé que les médecins ont beaucoup moins de temps pour aider leurs patients, mais grâce Mm. aux intelligences artificielles, que ça soit vraiment aide à la décision ou voir traduire les conclusions ou voir même parfois les aider avec des supports émotionnels. Si ça peut être fait par une intelligence artificielle de temps en temps, mais ça va leur libérer le temps de vraiment avoir un contact nettement meilleur avec leurs patients et de nouveau, comme on a dit tantôt, de mieux connaître leurs attentes, de mieux connaître leurs aspirations, ce qui aujourd'hui est un peu difficile. Donc pour moi, Mm. ouais, moi je suis un optimiste, pas un optimiste du point de vue technologie nécessairement, mais je suis un optimiste dans l'être humain quelque part et je crois que on peut aboutir à des choses très beaux si on l'utilise de la bonne façon. D'accord. Et d'après toi, à quoi va ressembler tout ça en, je sais pas moi, 2050 par exemple? Oh, ça Euh, c'est difficile à dire, je crois. ouais. Parce que, ouais. Parce que là, il y a la grande tendance à ce niveau-là, il y en aura plein, hein, mais Peut-être dans 10 non, ans, peut-être pas 2050, mais 2030. Si on dit 2030, c'est peut-être moins loin. Euh, 2030, 2035, je crois que l'AI sera, l'intelligence artificielle, voire émotionnelle, sera très, très, très présent partout, mm, vraiment partout. Il y a aucun doute à ce niveau-là. J'espère pour 2035 que les patients auront euh, accès à leurs données, même voir la possession de leurs données, c'est à eux, oui, ce qui ouais. va Et une engendrer question des de autres choses. souveraineté, ouais. Ouais, une question Ouais, de de souveraineté. souveraineté. On parle de ça avec Exact. on parle de ça avec la blockchain
on va dire, exact, la banque décentralisée. Et là, c'est le côté rendez-nous exact. rendez-nous C'est à une voir si ça santé. se fera. Ouais. Parce que quelque part, ça met de la sous pression le secteur de la santé tel qu'il est aujourd'hui, qui est basé sur des données patients. Toutes les décisions qui Ouais. sont prises par les gouvernements c'est basé sur base des données de patients. Et maintenant, chaque patient a ses propres données. Sur base de quoi est-ce que les gouvernements vont prendre leurs décisions? Et, Et je crois qu'il y a, je sais plus quel cabinet qui disait que d'ici une dizaine d'années, que Mhm, plus de la moitié des données qui seront générées, ce seront des données de santé, en fait. Je crois que c'était même plus de 50%, hein. Je crois que c'était un chiffre énorme. clair, ouais. Parce que aujourd'hui, n'importe quel smartphone récolte des données de tout à chacun, du nombre de kilomètres parcourus, de pas ou la qualité du sommeil. Enfin, on utilise beaucoup quand même les smartphones pour donner beaucoup d'informations. D'où la question de comment sont utilisées ces informations par à la fois les opérateurs et les fabricants de smartphones. Euh, c'est vrai que cette question de données de santé, c'est quelque chose de sensible. Comment est-ce qu'on les stocke? Comment est-ce qu'on les sécurise? Mhm. Qui doit y avoir accès, en plus du patient? Donc, pour moi, c'est sûr que le patient doit y avoir accès, même si aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Mais qui d'autre? Et à quel point est-ce que les entreprises pourront y avoir accès en partie? Parce que c'est le gros débat sur la vie privée, puisqu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises utilisent certaines données qui sont vendues pour développer de nouveaux produits ou proposer la bonne publicité à la bonne personne. Est-ce que tu penses que les entreprises ont le droit, que c'est une bonne chose qu'ils aient accès à ce type de données? Par exemple, si c'est anonymisé, on va dire, est-ce que d'après toi, c'est une bonne chose? Ou est-ce que C'est ça pourrait ne pas anonymisé, être anonymisé et avoir quelque chose un produit personnalisé pour chacun? ça doit être une décision de chacun. Euh, Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si c'est anonymisé, si c'est agréé, toute identification personnelle est enlevée. Moi, je trouve que ça doit être mis à disposition le plus que possible, que ce soit pour trouver des meilleures solutions, faire des études scientifiques, quoi que ce soit. Ça doit être à dispo pour moi. Donc, moi, je ne suis pas contre partager les données tant qu'il n'y a pas de surprises qui reviennent. Donc, c'est pour ça Oui. qu'il faut de nouveau avoir des bonnes régulations autour de toutes ces données. Euh, c'est pour ça aussi que je trouve, allez, ça c'est une autre chose que blockchain. Blockchain, ça pourrait mettre le pouvoir dans les mains des patients. Mais moi, j'aime très bien ce que fait Apple parce que Apple, il se focalise que sur une chose et une chose vraiment à fond. C'est vraiment le privacy et la protection de données. Il n'y a pas une autre tech company qui fait de la même C'est façon. vrai. Et c'est pas par hasard quand on regarde tous les grands acteurs Tencent, Google, Baidu, Apple, Samsung, etc., qui se lancent dans le secteur de la santé, euh, c'est clair que Apple est nettement beaucoup plus loin au niveau de sécurité que les autres. Et c'est pas par hasard parce qu'eux, ils sont tout près des collections de données qui sont personnelles, comme l'Apple Watch, et plein d'autres éléments qui vont sortir. Mais juste une petite chose, parce que j'aime bien cette anecdote-là. Tu disais, il y aura plus de données, ou il y aura beaucoup de données de santé disponibles. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données de santé, beaucoup plus de données disponibles sur la santé d'une personne en dehors du secteur de la santé que dans le secteur de la santé. Ouais. Et ça ne va que exploder. Il faut le faire réfléchir. Moi, j'ai l'Apple Watch. Et donc, si je vais voir mon médecin et il regarde mon battement de cœur, il va m'écouter pendant 20 secondes, il va faire fois 3, il va dire, ouais, 75, ça va. Mon Apple Watch mesure chaque 5 minutes pendant 40 secondes, je crois, toute la journée. Mm. Donc, sur une année, il y a 1 million de battements de cœur. Et qu'un médecin m'a écouté que 17 battements de cœur, quelque chose, ou 22, ou je sais pas quoi. Et donc, ça, c'est la différence entre Et en plus, c'est très souvent encore fait manuellement, mais soit, ça, c'est une autre chose. Euh, euh,
Ça, c'est la différence entre les données qui sont disponibles en dehors du secteur de la santé aujourd'hui déjà, Ouais. depuis des années, hein, on parle depuis 6, 7, 8 ans que ces données sont disponibles, et qui ne sont pas disponibles dans le secteur de la santé. D'ailleurs, les médecins, ils sont pas formés, soi-disant, éduqués pour même traiter une quantité de 1 million de battements de cœur même. Ils savent pas quoi en faire, ils savent pas, même s'il y a des Ouais. irrégularités, qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est difficile pour eux de traiter ce genre d'infos aussi, donc on n'y est pas encore. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est clé d'avoir des données de santé, mais sur une certaine durée. Moi, je sais, par exemple, ça me fait rappeler une amie qui était allée voir son cardiologue ou je sais plus quoi. Et en fait, chacun qui prenait sa tension chez le cardiologue, elle a une tension hyper élevée. Mhm. Et elle, de son Ah ouais, côté, s'était acheté un tensiomètre chez elle. Et elle me dit, je comprends pas, chaque fois que je vais le voir, c'est là que... elle était Et stressée. je lui ai demandé, mais t'es stressée à l'idée de le voir, ton cardiologue? Et elle réfléchissait, elle me dit, oui, effectivement, il m'intimide. À chaque fois, je me fais gronder. Enfin, voilà, c'est pas... Donc, je lui dis, est-ce que peut-être, je donne une piste, est-ce que peut-être ta tension augmente quand tu es en présence de ton cardiologue? Puisque quand elle prend sa tension, et du coup, il lui a prescrit un médicament pour la tension. Et du coup, elle a hésité à le prendre parce qu'elle me dit, bah, je me rends compte que ma tension les autres jours, bah, ça va, quoi. Et donc, on se rend compte finalement que en fonction du contexte, en semaine ou en week-end ou avec un personnel de Maintenant, santé ou chez soi, bah, les données, elles changent en fait. oui, mais ça, c'est un bon exemple, c'est-à-dire c'est un exemple positif. Mais imagine l'inverse. Si tu es toujours stressé au Oui, boulot et c'est jamais capté, et chaque fois que tu vas chez le médecin cardiologue, oh, bon, je suis à l'aise, moi. Je suis pas intimidé par la ouais. personne. Non, c'est toujours bon, mais chaque fois que tu rentres chez toi ou tu as de la stress à la maison, tu as de la stress au boulot, et ça change tes paramètres, il n'y a personne dans le Mm. secteur de la santé qui est au courant. Qui Donc, le c'est pour ça que perçoit. Ouais. justement, ouais, exact. Ce sont des données Ouais. invisibles, comme on dit ça. Oui, non, Des- c'est très juste, ouais. On sait pas, et on sait pas finalement. En fait, ça permet aussi de déterminer, de faire un lien de cause à effet en disant, bah, donc, dans quel Mhm, contexte ou quelle pratique me fait pas du bien finalement. Parce qu'on se exact, dit exact. peut-être que moi je connaissais une amie qui avait compris, elle avait fait un raccourci en disant que pour être en bonne santé, il fallait faire beaucoup de sport. Du coup, elle en faisait à outrance. Elle faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Mhm. Elle en faisait plus de 2 heures et demie par jour parce elle s'était dit que pour être sauf que finalement, bah, elle était moins bien après, elle ne comprenait pas, elle dit, mais pourtant il faut faire du sport. Je dis oui, mais il y a peut-être Ah, c'est encore une fois, c'est une question de curseur, ou peut-être que quelqu'un serait capable d'encaisser ça, mais voilà, chacun doit trouver aussi ses limites, et c'est pas, c'est pas parfait. évident. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis, hein, moi j'en ai une chose aussi qui me choque en même temps que le fait qu'on n'ait pas accès à nos données de santé, c'est les fameux conseils universels où chacun Mhm. dit en fait il faut manger paléo, ou il faut manger vegan, ou il faut manger je sais pas quoi, ou comme tu dis il faut dormir 8 heures par jour. Bah, en fait, bah, peut-être que oui, peut-être que non. Donc à un moment donné, et pareil, certains se reposent sur des études scientifiques. Je dis mais oui, mais ayant moi-même fait de la recherche, souvent on trouve plus ou moins ce qu'on cherche en fait. Il y a des fois des biais dans les études de recherche. Que des fois j'aime bien prendre des méta-études parce Ouais, que, c'est bah, difficile. voilà, c'est souvent, on cherche les conditions pour trouver finalement la conclusion J'ai, qu'on aimerait pour, communiquer. pour un keynote, j'ai une fois analysé les évolutions des diètes, comment est-ce qu'on dit, un plan Des plan de régimes, nourriture. enfin des régimes alimentaires. Effectif, Ouais. régime alimentaire. Donc, j'ai une fois analysé toutes les régimes alimentaires des 80 années passées. Et j'ai fait, dans les années 60, il y avait un régime qui s'appelait The Drinking Man's Diet. Donc, le régime pour l'homme qui boit. Ouais, non, ça peut même pas bien Alcoolique, traduit. Et donc, la régime était, pour perdre du poids, il fallait beaucoup boire et manger du steak. C'est ce qu'il fallait faire.
D'accord. Pendant 2 ans, ça a fait tonnerre aux États-Unis, dans les années ouais, fin 50, début 60. Donc, tellement on a eu du tout, et très souvent, à l'époque, c'était basé sur rien. Aujourd'hui, on essaye aussi de trouver des preuves scientifiques à gauche-droite, ce qui n'est pas toujours facile. Tout dépend de l'être humain ou de celui Ouais. qui le fait. Donc, on est encore en train de rechercher. Bien que je trouve que tout ce qui est paléo, keto, vegan, etc., ça, depuis des années, un plus long que normalement, que ces genres de nouvelles régimes sont présents et très fortement Mm. populaires, en fait. Ouais. Et chacun est, enfin, en tout cas, les adeptes de chaque régime souvent sont convaincus. Et moi, je leur Ouais, dis, tout à mais fait. et si tu laissais le choix aux autres personnes de leur propre régime? Si toi, ça te Ouais, tout à fait. convient, c'est très bien. Mm. Mais c'est aussi à chacun. Et je pense qu'effectivement, les outils numériques peuvent aider aussi à décider, à dire effectivement, Exact. ça me convient ou pas. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut contribuer justement à ce que les gens soient en meilleure santé, en meilleure forme, qui veut se lancer dedans? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour créer le produit ou le service idéal pour répondre donc j'ai bien compris, pour répondre aux besoins, aux attentes et aux aspirations du coup de ses clients. Bah, voilà déjà la réponse, hein. Je crois que c'est effectivement, il faut toujours tenir compte de ces trois éléments-là. Besoin, attente et aspiration. L'aspiration. Et donc, en gros, mes conseils que je donne très souvent, c'est on est très souvent excité par la technologie. On est très souvent impressionné parce que ce que l'une ou l'autre technologie pourrait faire. On voit des cas de figure, on voit des exemples. Oh, on pourrait faire ça, ça, ça. Mais dans toute cette excitation, on oublie l'être humain. Et c'est pour Ouais, ça qu'il faut vraiment réfléchir. Et c'est ça ce que j'essaie de faire avec mes keynotes aussi, c'est que toute cette technologie-là, qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain? C'est quoi la conséquence? C'est quoi l'opportunité? Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Comment est-ce que ça va changer la société? De quoi est-ce qu'on doit tenir compte? Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut regarder d'abord l'être humain et puis regarder aux solutions ou les solutions. Sinon, on est trop vite excité par tout ce que ça pourrait faire et on oublie ce qui est le plus important. Les solutions, ce sont des moyens. C'est pas le but, c'est ouais. pas notre intervenant non plus. Et donc, c'est pour ça que tout d'abord, l'être humain, leurs besoins, leurs attentes et les aspirations. Je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur start-up innovante et Mhm. souvent je vois le syndrome du fondateur qui est amoureux de sa technologie Ouais, tout à fait. et qui à un moment donné oublie que sa technologie est au service de son client Mhm. et c'est pas l'inverse. Mhm. C'est pas le client qui doit s'adapter à la technologie. Et c'est vrai que Mhm. souvent c'est un risque qu'au moment où le produit sort sur le marché, se rendre compte bah, qu'il n'y a pas le product market fit. En fait, que finalement, je crois que l'exemple que j'ai pu voir qui était vraiment extrême, c'était une jeune femme qui avait développé, je crois, un outil pour des psychologues. Elle a développé ça pendant, je crois, 4 ans, Mhm. sauf qu'elle a développé, elle, dans son coin. Et quand à un moment donné, je lui ai demandé, ah ok, qu'en pensent les psychologues qui l'ont testé, mais en fait, elle s'était basée sur son expérience à elle en tant que patiente. Mhm. Et elle a imaginé ce que les psychologues auraient pu avoir besoin pour l'aider mieux elle. Et résultat des courses, après 4 ans, elle s'est finalement décidée à poser la question aux psychologues qui n'avaient pas besoin, en fait. Ils ont dit, mais non, enfin, ça, on l'a déjà avec ça. Et voilà. Donc, c'était 4 ans de perdu, beaucoup d'énergie. Enfin, ça a été pour elle elle est tombée de très haut, en fait, puisqu'elle était persuadée. Effectivement, technologiquement parlant, c'était un bijou, ce qu'elle avait créé. Exact. C'est C'est juste jamais qu'il répondait pas aux... ouais, Effectivement, là, il répondait aux besoins, mais pas aux attentes des psychologues. Ils n'avaient pas envie de voilà. ça. Ouais, très Ok. souvent, les produits proposés sont effectivement des bijoux bien faits. C'est jamais le souci de la technologie. Ouais, rarement en tout cas. C'est plutôt, effectivement, est-ce qu'on a bien regardé l'être humain qui doit l'utiliser, qui doit en bénéficier? Ça, c'est la grande question toujours. Ok. Et pour conclure, quel message aimerais-tu passer aux
aux personnes qui veulent, qui se demandent comment va évoluer la santé, comment agir finalement aujourd'hui pour améliorer la santé de demain. Est-ce que Euh, je pense que tu reviens encore au côté besoin, j'ai l'impression, attente, aspiration. Ou est-ce qu'il y a autre chose après toi? Non, effectivement, ça c'est le message clé, mais quelque part, il faut tenir compte que si on fait la comparaison entre maintenant et il y a 40 ans, et regarde comment les gens sont aujourd'hui beaucoup plus conscients, pas toujours activement en train de s'améliorer, mais conscients de leur santé. Regarde le nombre de personnes qui sont activement impliquées dans leur santé. Ben, tu peux imaginer que cette tendance va encore euh, continuer dans le futur, dans les 20, 25, peut-être 40 ans à venir. Les Mm. gens seront beaucoup plus impliqués, seront beaucoup plus conscients, ils auront beaucoup plus de données, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de support de tous les côtés pour impacter leur propre santé. Et c'est quelque chose, c'est une tendance que j'appelle l'enthousiasme, bien entendu, mais qu'on ne doit pas sous-estimer. Plus souvent, on regarde le patient, on dit, il est comme ça aujourd'hui, il ne va pas changer dans les 10 ans à venir. Ce n'est pas le cas. Grâce à ces outils, mais grâce aussi au changement dans la société en gros, euh, les gens seront de plus en plus impactés, impliqués, je veux dire, dans leur propre santé. Et ça va changer chaque secteur, chaque société, chaque pratique médicale, chaque hôpital, chaque technologie, tout, en fait. Ok. En tout cas, écoute, merci Christophe, c'était vraiment passionnant. Je m'arrête là, sinon je pense on peut en discuter encore pendant des heures. Mais je pense déjà Certainement. on a échangé quand même sur beaucoup, et c'est déjà beaucoup d'informations. Donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, je te Mhm. remercie vraiment pour cet échange qui est très riche. Comme je le disais juste avant, voilà, moi, ce que je retiens vraiment de l'enthousiasme, c'est le côté besoin, attente et aspiration. Et je suis vraiment optimiste que grâce à la technologie, finalement, on puisse aider l'être humain à répondre à ça, en fait. Mhm. Euh, J'espère aussi. ok. Bah, écoute, je te remercie encore et bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. C'était un plaisir. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi part dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit, alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui apparaît quelque part en bas à droite de la vidéo. Comme ça, vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et devenir vous aussi un visionnaire santé, alors inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant dans le lien dans la description ou qui apparaît quelque part ici dans cut.ly/visionnaire santé. Je suis Adriana Georges et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode pour explorer la santé d'aujourd'hui et imaginer et contribuer à la santé de demain.